J'ai beaucoup de plaisir à revenir et à retrouver des personnes que je connais bien pour certains, que je connais un peu moins bien, mais que j'apprends à connaître maintenant pour d'autres. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, après les deux belles présentations. Passer après les deux présentations de ce matin, c'est pas une chose facile, mais il faut le faire. Quand on m'a demandé de préparer ce topo, j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse à deux questions. Lorsque l'on souhaite rechercher une ischémie myocardique, la question est de savoir, devant la panoplie maintenant des examens qui sont à disposition ou pas, parce que les disparités entre les régions, l'Algérie n'est pas l'Europe, sont importantes. Et la deuxième question, on va le comprendre, qui peut effectivement suivre la première pour différentes raisons, surtout après la publication des résultats de l'étude ischémia dont on a parlé ce matin. C'est la notion de réserve coronaire et de savoir s'il faut quantifier, quel type de patient faut-il quantifier, quand faut-il quantifier, pourquoi faut-il quantifier et comment. Alors c'est un atelier, donc ces questions, je vais essayer d'y répondre, on n'est pas tout seul. Je vais demander votre participation. Et j'ai quelques questions, il y aura plusieurs questions au fur et à mesure du topo. Alors, idéalement, en faisant abstraction de tout ce que l'on peut évoquer en matière de disponibilité des examens localement, si je vous demande, quand vous voulez rechercher une ischémie myocardique, est-ce que vous pensez qu'elle peut se faire idéalement par l'écho, sous stress, une scintille, sous stress également, cela va sans dire, une IRM, sous stress, aucun de ces examens, parce que les cardiologues internationaux dans la salle, on préfère faire une coronaro, ou alors, est-ce que tous ces examens vous paraissent intéressants et ça dépend? Alors j'entends effectivement, ça dépend. Bon, moi c'est ce que j'aurais répondu. Alors ça dépend de quoi? Bon, on va essayer d'y répondre. Alors effectivement, tous ces examens, alors la coronaro ne figure pas, mais si on se limite aux examens d'imagerie non invasive, on a aujourd'hui une panoplie d'examens, que ce soit l'écho, l'IRM, le coroscan, et les méthodes que l'on connaît bien, ou que la plupart d'entre vous connaissent bien, les méthodes scintigraphiques, ont tous, ou répondent tous à l'objectif de l'imagerie, que ce soit de détecter la coronaropathie. Alors certains répondent mieux aux questions de l'évaluer, c'est-à-dire évaluer la sévérité, l'étendue de la maladie, de stratifier le risque, d'évaluer la viabilité myocardique. Alors la plupart de ces méthodes peuvent le faire, et d'évaluer les personnes sous traitement. Alors il faudra noter que toutes ces techniques d'imagerie, je dis bien toutes, y compris le coroscan, peuvent se faire sous stress, du moins sous stress pharmacologique. La spécificité de la scintigraphie, ça a été dit ce matin, et sa force, et il faut bien le garder, c'est que dans la routine de tous les jours, la scintigraphie, on peut la faire sous épreuves physiologiques, sous stress physique, et c'était important de le rappeler, et ça a été rappelé ce matin. Voilà. Alors, entre ces dernières années, effectivement, le travail que j'ai essayé de faire, vous le comprendrez au fur et à mesure, c'est que j'ai essayé de voir à partir des recommandations, mais on verra vous me direz, si les recommandations et la pratique courante, il peut y avoir une discussion autour, parce que la vie de tous les jours et les recommandations sont deux choses différentes. Mais les recommandations, jusqu'à présent, alors pour ceux qui étaient là au dernier atelier ou aux dernières journées, on a souvent évoqué les recommandations, en tout cas celles qui dataient de 2013 et 2014. Alors ce sont des recommandations qui soit sont en rapport avec la prise en charge de la coronaropathie dite stable. En 2014, 2014, les recommandations sur les guidelines avant une revascularisation. Mais ces deux recommandations sous l'égide de la Société européenne de cardiologie, la Société européenne de cardiologie a
évalué qu'il était nécessaire de les mettre à jour, 4 ou 5 ans plus tard, puisque l'année passée, ça a été évoqué ce matin, en août 2018, ça a été publié en 2019, il y a eu de la part de la Société européenne de cardiologie, alors la société de chirurgie cardiothoracique, si y adhère également, ont publié, donc ont mis à jour des recommandations sur la revascularisation myocardique. Et tout récemment, en août 2019, c'est récent, la Société européenne de cardiologie a également publié ou mis à jour les précédentes recommandations sur la prise en charge. Alors on ne parle plus de coronaropathie stable là, mais en tout cas on parle encore de coronaropathie stable, mais la Société de cardiologie a estimé qu'il fallait aujourd'hui mettre à jour et updater des guidelines sur la prise en charge et le diagnostic des syndromes coronariens chroniques, ces guidelines étant plus complètes, inclut non seulement la coronaropathie stable, mais également d'autres situations, comme on le verra. Et tous les examens, alors, quand on fait la comparaison de ce qui était écrit en 2013-2014 ou 2018-2019, on s'aperçoit que tous les examens d'imagerie que l'on connaît depuis maintenant quelques années sont repris dans ces recommandations. Si on peut discuter certaines lignes qui ont un peu changé, force est de reconnaître, en tout cas moi c'est la lecture que j'en ai faite, qu'entre 2013, 2014 et 2018, 2019, en fait, la place de ces différentes explorations, ces différents tests, qu'ils soient anatomiques ou fonctionnels, en fait, les grandes lignes directrices n'ont pas réellement bougé. Donc, force est peut-être de reconnaître, comme ça a été dit ce matin, que malgré les études qui ont été publiées entre-temps, l'impact sur les pratiques ne sont pas toujours... il faut attendre un certain temps pour voir l'impact sur les pratiques après les grands essais cliniques sur lesquels se basent ces différentes recommandations. Alors, juste pour rappel, et pour illustrer ce que je voulais vous montrer, cette absence de différence vraiment significative entre 2013 et 2018-2019. Pour rappel, en 2013, sur ces guidelines de la Société européenne de cardiologie, le processus d'évaluation d'un patient qui est suspect de coronaropathie, coronarien suspect, ou qui a une coronaropathie connue, mais d'abord pour le patient suspect de coronaropathie, le processus de sa prise en charge, de son évaluation est un processus par étapes qui se base sur une évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation pré-test, une probabilité d'évaluation d'affection que l'on va qualifier de faible, modérée ou importante, sur des critères. Le tableau a été présenté ce matin, c'est le tableau qui est connu sous le nom de Diamond et Forester, qui, en fonction du type d'angor, typique, atypique, ou les douleurs angineuses, en fonction du sexe, évaluer une certaine probabilité, faible, intermédiaire ou sévère. Et effectivement, on retrouvait l'épreuve d'effort chez les patients à faible probabilité. Il était évoqué, mais aujourd'hui, on le verra un peu plus tard, l'épreuve d'effort pour une recherche d'ischémie, c'est pas suffisant, puisque aujourd'hui, enfin en tout cas, c'était également le cas en 2013. Si on veut rechercher un test d'ischémie, alors sans qu'il y ait de différence ou de hiérarchisation entre les examens, on a toujours, pardon, je reviens, on a le choix, peut-être on me met de ce côté-là, on a le choix entre une écho de stress, une scintigraphie ou une IRM. Alors, dès 2013, le Coroscan était également en première intention, mais chez les patients, quand on veut rechercher une ischémie, le Coroscan n'est pas un test d'ischémie, mais quand on veut évaluer un patient suspect d'ischémie, était en première intention chez les patients dits ou identifiés comme étant à probabilité faible. Le Coroscan était également
placé dans ces recommandations en deuxième intention, lorsque les examens dits fonctionnels n'étaient unclear, enfin n'étaient pas concluants ou étaient douteux, on pouvait éventuellement faire une place au Coroscan. En 2013 et 2014, les tests d'ischémie, que ce soit la scintigraphie, l'échographie et l'IRM, étaient en classe 1, autrement dit, c'est le plus haut niveau de recommandation pour un test. Classe 1, il faut entendre que l'examen est recommandé. Classe 2, que l'examen pourrait être considéré. Classe 3, qu'il n'est pas utile. Alors en 2019, comme je vous le disais, les recommandations de la Société européenne de cardiologie ont laissé le terme de coronaropathie stable pour parler plutôt, ou pour évoquer les syndromes coronariens chroniques. Alors les syndromes coronariens chroniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par syndrome coronarien chronique, on identifie une série de situations, les principales situations pour lesquelles ces différents tests peuvent être utiles ou peuvent apporter des informations utiles à une prise en charge appropriée du patient. Alors on retrouve bien sûr l'angor d'effort et la suspicion de maladie coronarienne instable, mais pas uniquement. On retrouve d'autres situations, puisqu'on considère aujourd'hui que la maladie coronarienne est une maladie qui évolue, qui peut ne pas rester stable, mais qui évolue et qui peut se présenter sous différentes formes. Et un patient coronarien, il faut le suivre également tout au long de l'évolution de sa maladie, y compris après une revascularisation, y compris avec ou sans absence de symptômes. Et la plupart de ces explorations ont une place. Et effectivement, la difficulté, c'est de trouver la place opportune, la place idéale pour ces différentes explorations. Alors, quand on voit sur ces dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie, on voit qu'effectivement, toujours ici, le premier encadré rouge, que lorsque on souhaite évaluer un patient coronarien, on souhaite l'évaluer en première intention, les tests d'imagerie non invasive fonctionnelle pour la recherche d'ischémie sont cités toujours en classe 1. Donc là-dessus, pas d'inquiétude, c'est toujours recommandé. Alors c'est vrai que l'on voit également le Coroscan qui arrive ici comme test initial de diagnostic des coronaropathies, essentiellement chez les patients dits symptomatiques pour lesquels une maladie coronarienne n'a pas été exclue par l'évaluation clinique seule. On voit également, toujours en classe 1 sur ces recommandations, que l'imagerie fonctionnelle pour la recherche d'ischémie myocardique est recommandé si le Coroscan n'a pas mis en évidence une lésion significative ou si le Coroscan n'est pas d'utilité diagnostique. Alors quand on voit également, alors toutes ces figures sont prises des dernières recommandations, je parle des recommandations de 2019 qui ont été publiées au mois d'août. Alors, comme en 2013 ou 2014, on voit qu'il y a toujours une première étape d'évaluation clinique à la recherche d'une évaluation ou alors d'un classement des patients en fonction de leur probabilité de risque cardiovasculaire. Et cette recherche de probabilité se fait toujours sur la méthode qui a été actualisée, elle est un peu différente. Vous voyez que si vous comparez les pourcentages sur cette table, c'est toujours la table de Diamond et Forester par rapport à celle de 2019, elle a changé. Vous voyez que les pourcentages sont un peu plus faibles, mais la philosophie reste la même. En fait, on évalue une probabilité pré-test moyenne, ou plutôt faible, moyenne, sévère. Et en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les cases qui sont en vert foncé, ce sont des patients, encore une fois, on le voit en fonction du sexe, en fonction du type d'angor, typique, atypique ou de douleur non angineuse. Donc, on établit une probabilité qui font qu'il faut ou pas faire un test fonctionnel. Et vous voyez que les cases en vert foncé, ce sont les patients pour lesquels il faudrait faire un test fonctionnel. Les cases en vert plus
moins foncé, on va dire plus clair, c'est que les tests fonctionnels doivent être considérés après une évaluation de certains facteurs de risque que vous voyez ici, qui peuvent éventuellement être modifiés. Une prise en charge en tout cas de ces facteurs de risque, bon, les plus connus vous les connaissez, la dyslipidémie, le diabète, l'hypertension, le tabac. Et donc à la suite de cette évaluation technologique, comme c'est indiqué ici, vous avez pour les patients plutôt à probabilité intermédiaire à faible. De préférence, les patients qui n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires, le Coroscan peut être envisagé en première intention. Du moins, c'est ce que disent ces recommandations. Alors attention, il y a une population de patients pour lesquels la qualité des images, les patients qui ont un rythme irrégulier, les patients qui portent un pacemaker ou enfin d'autres types de patients, peuvent être difficiles à explorer et la qualité d'image au Coroscan peut ne pas être optimale. Lorsqu'on veut rechercher un test d'ischémie, dans ces recommandations, effectivement, on a le choix. Enfin, on a le choix. On verra que c'est un peu plus fin que ça, mais on a le choix. C'est ce que l'on retient entre une échographie de stress, une scintigraphie ou une IRM. Alors, on a le choix, essentiellement, c'est ce qu'il faut retenir pour les patients dits à probabilité intermédiaire à forte. Les patients pour lesquels on envisage une revascularisation, il faut passer par un de ces examens, de ces tests d'imagerie à la recherche d'ischémie, et chaque fois que l'on veut évaluer la viabilité. Alors, vous le voyez également, c'est un peu plus bas, un peu plus sur la droite. Ça a été dit ce matin également, les patients à très haut risque. Il n'y a peut-être pas trop de débat, les syndromes coronariens aigus, mais allons directement à l'angiographie. Et puis on s'aperçoit, on l'avait également en 2013-2014, mais elles sont beaucoup plus développées ici dans ces recommandations. L'évaluation coronarographique doit, on le verra dans quelle situation, doit se faire avec évaluation de la FFR et la fractionnelle floor réserve, ou de l'IFR, et on verra un peu la différence entre les deux, mais effectivement, aujourd'hui, l'évaluation coronarographique peut se faire accompagnée d'une évaluation fonctionnelle et d'une quantification de la réserve coronaire. C'est la deuxième partie du topo. Voilà. Mais alors, la coronarographie, on la fera donc chez les patients à probabilité forte ou très forte, en cas de syndrome coronarien aigu, voire chez les patients pour lesquels les symptômes sont sévères ou la fraction d'éjection est altérée. Alors, en 2019, on a associé également, en plus du type de douleur, selon qu'elle soit typique, atypique ou non angineuse, on a associé également la dyspnée. La dyspnée est un symptôme qu'il faut prendre en charge lorsqu'on évoque ou on suspecte une coronaropathie chez les patients. Et c'est une des nouveautés, on va dire, dans l'évaluation clinique ou les étapes d'évaluation clinique afin d'évaluer la probabilité avant le test chez ces patients. La dyspnée est un symptôme qu'il faut prendre en considération. Alors, je vous disais qu'il y avait des questions. Il y en a une deuxième. Dans votre pratique de tous les jours, est-ce que vous êtes sensible à ces recommandations? Est-ce que votre comportement est guidé par ces recommandations ou par les résultats d'études bien menées? Est-ce que vous n'êtes pas familier? Peut-être que vous ne les connaissiez pas. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ces recommandations? Est-ce que vous y adhérez, mais elles ne sont pas applicables chez nous? Ou est-ce que vous me dites, tu nous ennuies? Bon, ça me vexerait un peu, mais c'est pas grave. Et que ces études et ces recommandations, c'est pas la vraie vie. Ça m'ennuierait moins si vous me le dites. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 4, c'est j'adhère, mais elles ne sont pas applicables chez nous. D'accord? Il peut y avoir plusieurs réponses. Alors, 4. Sauf la dernière? Sauf la première partie de la dernière. Ça, c'est bien, ok. Parce que la deuxième partie, moi, j'y adhère. Les études et les recos, c'est pas la vraie vie. Oui, on est d'accord? Bon, c'est vrai. Elles ne sont pas applicables, pourquoi? J'entends réponse 4. J'adhère à ces recommandations, mais elles ne sont pas applicables chez nous. La disponibilité peut-être des examens. Oui. D'accord. 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 Alors, on va continuer, mais je suis effectivement d'accord avec les réponses qui ont été apportées.
quand on jette un œil sur les performances de ces différents tests, alors on va passer rapidement sur l'épreuve d'effort. Ça a été dit ce matin, c'est une diapo, je crois que c'est une slide qui a été présentée ce matin par le docteur Boalem. Aujourd'hui, vouloir faire ou vouloir dépister une ischémie avec l'épreuve d'effort physiologique seule, ben vous le voyez, les performances, et notamment les performances en termes de sensibilité, 40 à 50%, c'est faible. Autant jeter une pièce en l'air et faire ça à pile ou face. Par contre, vous avez toute une série de tests, c'est ce qu'on vient d'évoquer, l'échographie de stress, la scintigraphie sous stress, ou l'IRM de stress, où on voit que les performances en termes de sensibilité et spécificité, elles se chevauchent. Alors certains sont peut-être plus sensibles, plus spécifiques, mais en fait ces trois méthodes sont performantes, tout en ce qui le concerne. Alors là, je vais passer vite, vous le savez, effectivement, la scinti la scinti conventionnelle, on parlera de caméra CZT après, mais la scintigraphie, y compris avec les caméras conventionnelles, fait bien le job. Les paramètres fonctionnels que l'on peut avoir en scintigraphie, que ce soit déjà l'analyse visuelle sur les images que l'on obtient à l'effort et au repos, la comparaison des images, le diagnostic qui peut être fait, que ce soit en cas d'ischémie, en cas de nécrose, et les paramètres fonctionnels, vous les connaissez, tous ceux-ci sont utiles. La fameuse règle des 10% suite aux travaux d'Achamovitz, donc ça a été évoqué ce matin, et notamment après les résultats de l'étude de courage, on sait maintenant qu'on peut éventuellement guider une décision thérapeutique et faire la part des choses entre les patients qui doivent ou qui peuvent bénéficier d'un traitement médical et les patients qui peuvent ou qui doivent bénéficier d'un traitement plutôt d'une angioplastie. Cette règle des 10%, elle est toujours, à ma connaissance, valable, mais on pourra en discuter suite après les résultats de l'étude d'ischémia. Je pense que l'étendue et la sévérité de l'ischémie que l'on peut évaluer en scintigraphie aide à la décision thérapeutique et à la décision de guider le patient vers une coronarographie et une angioplastie. Alors il faut également savoir que l'IRM de stress peut potentiellement, j'allais dire, faire la même chose que la scinti. Alors je parle sous couvert de Pierre-Yves, tu interviens quand tu veux, puisque je sais que tu fais de l'IRM. Alors l'IRM de stress peut effectivement faire la part des choses avec les différentes séquences qu'elle propose. On peut effectivement faire la part des choses entre une ischémie, une nécrose, voire une ischémie périlésionnelle. Alors je vais essayer de vous montrer effectivement comment on peut faire la différence. Alors la perfusion de repos présente peu d'utilité. Cette différence entre les différentes composantes d'ischémie ou de nécrose que l'on peut avoir chez les patients, on peut la faire en évaluant la perfusion de stress, où l'on voit ici, par exemple, un hypersignal. Si cet hypersignal match avec, sur les images tardives de rehaussement après injection de gadolinium, avec un rehaussement tardif, enfin, je veux dire, non, si elle ne matche pas, s'il n'y a pas de rehaussement tardif, on parlera d'ischémie. Si elle match, comme c'est le cas ici, où on voit ici un hypersignal, un rehaussement tardif après injection de gadolinium, on parlera de nécrose. Et si on a un rehaussement tardif étendu avec un rehaussement qui est plus localisé, on parlera d'ischémie périlésionnelle. Autrement dit, vous voyez qu'en IRM de stress, la comparaison de deux séquences, analogiquement, on peut la comparer à la différence des séquences que l'on peut avoir en scinti, effort, repos. On peut faire le même type de distinguo entre une ischémie, une nécrose, voire une ischémie avec de la nécrose. Et de façon également équivalente à la possibilité de guider un acte chirurgical ou de plutôt guider les patients vers une stratégie médicale et un traitement médical optimisé sur les résultats de la scinti, il y a des études qui commencent à montrer, qui montrent, comme c'est le cas ici sur cette étude prospective, plus de 1000 patients, qu'en fonction de l'étendue des atteintes en IRM, plus de 1,5 voire 2 segments, on peut guider le patient vers un traitement
soit médicale, soit chirurgicale. D'ailleurs, ces notions d'étendue de 10% à la scintille, de segments atteints à l'IRM, on les retrouve également dans les recommandations 2019 de la Société européenne de cardiologie. Voilà. Alors ce matin a été évoqué, alors je ne sais pas si c'est à ce document que l'on faisait référence, entre 2013 et 2019, il y a eu un certain nombre de publications, notamment des publications renforçant l'intérêt de l'IRM, avec ces grosses études en IRM connues sous le nom de CE-Marc ou de MR Impact. Les autorités françaises et la haute autorité a publié un rapport sur l'évaluation des techniques d'imagerie non invasive dans le diagnostic des coronariopathies chroniques stables. C'était en 2016, et effectivement, elle a intégré la scintille, l'écho de stress, l'IRM et le coroscan, c'est exact. Je ne sais plus, ce matin, il y a eu une question à ce sujet-là. Et la conclusion de ce rapport, on peut le lire ici, confirme un peu ce que l'on peut lire aujourd'hui dans les dernières guidelines, c'est qu'il n'y a pas d'éléments aujourd'hui susceptibles d'établir une hiérarchisation des différentes explorations non invasives qui ont été évaluées, essentiellement entre la scintille, l'IRM et l'écho de stress. Alors effectivement, la réponse a été en partie donnée. Aujourd'hui, le choix de la technique, c'est ce que l'on dit depuis quelques années, c'est ce qui est écrit aujourd'hui dans les recommandations. Il devrait se baser essentiellement sur différents éléments, mais surtout sur la disponibilité des techniques, bien entendu. Aussi sur l'expertise locale, on en parlait hier à table, faisons appel à l'examen que l'on maîtrise le mieux localement. Et il faut également ne pas oublier les caractéristiques du patient, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, toutes ces techniques, en tout cas les techniques qui sont évoquées dans les dernières guidelines européennes concernant les coronariopathies chroniques, écho de stress, scintille, PET, IRM de stress, coroscan, ont tous des avantages et tous des inconvénients. Alors, encore une fois, la scintille est un élément, est un examen, disponible. La technique est robuste, elle a été validée. On a beaucoup d'études qui ont montré l'intérêt de la scintille. On lui reproche le fait d'être irradiant. Je pense que c'est de moins en moins vrai, essentiellement, avec les caméras CZT. Le professeur Pierre-Yves Marie l'a bien montré qu'avec la caméra CZT, on peut réduire le temps, on peut réduire soit le temps, soit l'activité injectée, soit les deux. Mais ce sont des examens qui sont de moins en moins irradiants. On peut faire un examen d'effort, par exemple, un one stress avec moins de 2 millisieverts. Voilà. L'IRM de stress, je ne l'ai pas dit, si elle le fait aussi bien, alors certains disent mieux, on peut toujours le discuter. L'accès est limité. La durée d'une IRM de stress, en fonction, c'est long, je ne veux pas donner d'ordre d'idée, mais c'est environ une demi-heure, 3/4 d'heure lorsqu'on veut faire les séquences complètes. Et puis, en fait, on n'en fait pas beaucoup d'IRM de stress, y compris en France. Pour avoir un ordre d'idée, corrige-moi si je me trompe, Pierre-Yves, on fait en gros 300 à 350 000 scintigraphies en France. On fait, j'allais dire 20 ou 25 000 IRM cardiaques et la moitié sont sous stress. Donc vous voyez le ratio, c'est 1 sur 30. Encore une fois, le coroscan, on le réservera à des patients avec probabilité faible. Et la force du coroscan, ça a été dit également ce matin, c'est sa bonne valeur prédictive négative. Maintenant, attention, de nombreux patients, notamment les patients coronariens qui peuvent être à l'origine de qualité d'image médiocre, notamment les arythmies. Un patient chez qui on a posé un stent peut poser des problèmes également si on veut lui faire un coroscan derrière, bien sûr, et toutes les infiltrations, les calcifications que l'on peut avoir. Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice. Je vais vous présenter de façon très sommaire un tableau clinique et vous allez me dire
compte tenu de tout ce que l'on vient de voir et de toutes les explorations qui, encore une fois, admettez qu'elles sont toutes disponibles, qu'elles sont toutes, et que tout le monde est expert dans chacune de ces techniques, quel examen vous feriez? Alors, il doit y avoir 3 ou 4 patients. Ce sont des patients qui existent vraiment. Si je vous dis, vous avez devant vous un homme de 66 ans, il a un emphysème pulmonaire, une douleur thoracique atypique, une fibrillation atriale, qu'on veut rechercher une ischémie parce parce qu'il doit aller faire un geste chirurgical important sur les poumons. Quel examen vous lui préconiserez en premier lieu? Alors, qu'est-ce que vous faites d'abord? Qu'est-ce que vous feriez? Je parle des différents tests que l'on vient de voir, écho de stress, IRM, CENTI. Si on doit rechercher ou évaluer potentiellement un risque coronarien ou un risque cardiaque chez ce patient, quel examen, comment on l'explorerait de façon idéale? Alors d'abord, on évaluerait son risque. On est bien d'accord. Je dis le processus est un processus d'évaluation par risque. Si on prend les tables, les anciennes tables, les tables qui figuraient dans les recommandations, les avant-dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie, on évaluerait le risque chez ce patient. C'est un homme. Il a une douleur thoracique atypique. Alors, je vais essayer de prendre avec la flèche. Voilà, c'est un homme. Il est là. On a une douleur thoracique atypique. Il est là. Il a 66 ans. Donc, on dirait, bon, il est probabilité pré-test à 59%. Donc, on est on est plutôt dans les probabilités pré-test, on va dire, intermédiaires. Alors effectivement, alors si... En 2013, on parlait de probabilité intermédiaire basse entre 15 et 50 et haute entre 50 et 60, plutôt entre 15 et 65 et probabilité intermédiaire haute entre 65 et 90 de mémoire, je ne me souviens plus. Mais en fait, on dirait que c'est un patient en probabilité intermédiaire plutôt basse, effectivement, comme je viens de le voir, mais probabilité intermédiaire, on va garder ce terme. Si on prend les tableaux tels qu'ils sont mentionnés aujourd'hui dans les guidelines de la Société européenne de cardiologie en 2019, et bien ce patient, encore une fois, il est là, c'est un homme, douleur atypique. Il est évalué ici, alors 66 ans, non, c'est plus bas. Il est là, donc 26%. Donc, il est dans une case vert foncé, donc il est dans une case où il faut rechercher une ischémie avec un test fonctionnel d'ischémie. Autrement dit, si on suit les recommandations, on devrait avoir le choix, entre une écho, une CENTI, ou une IRM. Alors, qu'est-ce que vous lui ferez, vous, en premier lieu? Je veux dire, voilà, moi, j'en sais rien, je vous pose la question. Alors, moi, j'ai envie de lui faire une CENTI. Pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord, effectivement, on pourrait éventuellement proposer une écho. Je ne sais pas si le patient est suffisamment échogène pour avoir une écho de qualité diagnostique. J'ai entendu, alors je ne sais pas, ou peut-être j'ai mal entendu, l'IRM peut poser un problème parce qu'il peut y avoir des artefacts, le patient est en fibrillation atriale. Le coroscan, il y a également ces problèmes de fibrillation qui peuvent être à l'origine de qualité d'image sont sous-optimales. Et puis en fait le coroscan n'est pas un examen vraiment validé avant une chirurgie. Donc moi si vous êtes d'accord, on lui fait une CENTI. Bon, comme il y a beaucoup de médecins nucléaires, c'est bon, on lui fait une CENTI. Mais effectivement on aurait pu discuter d'autres alternatives. Alors deuxième patient, c'est un homme, 68 ans, diabétique, il porte un pacemaker, il est dyspnéique, il a une hypertrophie VG. On lui a fait une épreuve d'effort qui n'est pas concluante. On doit rechercher une ischémie. Quel type d'examen vous préconiseriez en premier lieu?
J'entends une scintille, oui, oui, je suis d'accord, on va faire les scintilles à tout le monde. Mais on peut faire des scintilles à tout, enfin, on peut faire des scintilles à beaucoup de patients, hein. Il faut en faire beaucoup. Alors là, c'est pareil, hein, si on évalue le risque, donc on fait cette étape d'évaluation, hein, enfin, on va rester assez théorique, les probabilités étaient là, hein, donc effectivement. Donc c'est un homme, il est là, il est dyspnéique, bon, ça, enfin, il a une... le type de douleur n'est pas vraiment précisé ici, hein, mais c'est un homme, 68 ans, on va le classer, alors vous le classeriez où, vous? Hein, vous le classeriez où en termes de probabilité? Intermédiaire? Moyenne? Intermédiaire, moyenne, c'est pas. C'est sévère ou faible? On va dire effectivement, hein, globalement intermédiaire. De toute façon, vous avez vu que la probabilité intermédiaire, hein, elle est assez large, hein, elle va de 15 à 85%. Hein. Bon, intermédiaire. Si on utilise le tableau qui aujourd'hui est préconisé, hein, par la Société européenne de cardio, on fait le même exercice. Si j'arrive à retrouver la souris, c'est un homme, donc on est là. Il a une dyspnée, voilà, elle est là. Il a 68 ans, on est environ ici, hein. Donc c'est un patient pour lequel, classe 1, il est recommandé, il faut faire un test fonctionnel à la recherche d'une ischémie. Alors qu'est-ce que vous le faites? Bon, encore une scintille, moi j'ai bien envie, hein, une scintille. Alors on peut se poser la question effectivement, hein. Bon, l'IRM, ça serait difficile, c'est pas vraiment une option, hein. Il a un pacemaker, attention. Alors maintenant, hein, il y a des pacemakers qui sont assez compatibles. Alors je ne sais pas si tu fais des IRM avec des patients avec pacemaker. Si, il faut débrancher le pacemaker avant, le rebrancher, donc c'est-à-dire qu'il y a une consultation cardio avant, une consultation cardio après. Donc c'est un peu compliqué. Donc on réserve à des cas. Okay. Donc on est d'accord, on ne lui fera pas une IRM à ce patient-là, enfin on ne lui fera pas. On peut lui faire une scintille. Alors l'écho de stress, c'est un peu pareil, hein, il est sous stimulation ventriculaire, c'est une option qui n'est pas vraiment une option, tout comme le coroscan. Alors bien entendu, hein, ces patients à qui on propose une scintille, un PET perfusion, hein, pourrait être idéalement une option, hein, bien entendu. Alors on parlait de bloc de branche gauche ce matin. Hein. En cas de pacemaker, tu fais du stress pharmacologique aussi? S'il y a un électro en traitement permanent, c'est comme le bloc de branche gauche. Ça a les mêmes limites, les mêmes faux positifs, donc il faut faire pharmacologique. Un stress pharmacologique. Comme un bloc gauche. D'accord, très bien. Et là, en faisant une scintille, effectivement, hein, alors quand on veut aller un peu plus dans le détail des recommandations, hein, ben en faisant une scintille, ben on est fidèle à ces recommandations. Hein. Dans la recommandation, on peut lire, hein, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais essayer de le voir. Hein. Les patients qui ont un rythme irrégulier, il faudrait pas faire un coroscan, hein, parce que la qualité d'image peut s'en ressentir. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Alors, troisième patient. C'est une patiente, c'est une femme, 43 ans, elle est un peu plus jeune, angor atypique, insuffisance rénale chronique avec un débit de filtration à 22 ml par minute. Bon, angor atypique, une femme. On a envie de lui rechercher une ischémie. Alors, si vous êtes d'accord, si vous avez la même envie de recherche d'ischémie, qu'est-ce que vous ferez comme examen? Alors, très bien, on commence par la probabilité. Probabilité pré-test. Alors si on suit effectivement le tableau de 2013, c'est une femme, on est à peu près là. Enfin non, c'est un angor atypique, on est plutôt ici. D'accord. Elle a 43 ans, donc on est là, on est plutôt chez des catégories de patients à probabilité plutôt basse. D'accord. Si on regarde ici avec les nouveaux tableaux... Oh pardon, j'ai donné la réponse là. Je fais comme toi, Pierre-Yves. Je fais comme toi, j'arrive pas. C'est pas grave, vous avez vu l'image, c'est trop... Bon, c'est pas grave. Alors, femme, 43 ans, avec les nouveaux tableaux des recommandations 2019. Hein, on est ici, c'est un angor atypique. C'est une femme. On est là. On est dans les cases plutôt vert clair. Donc, c'est des cases où il faut d'abord
s'occuper des facteurs de risque, les traiter, enfin les prendre en charge, mais c'est une case où, effectivement, on peut se poser la question de savoir, si on veut rechercher une ischémie, quel test on pourrait lui faire, et on doit lui faire également, après avoir considéré les facteurs de risque. Alors je repose la question, compte tenu de tout ça, probabilité plutôt basse, on va dire, qu'est-ce que vous feriez comme examen ? Non, non. Ah, vous n'avez pas vu l'image, alors c'est bien. Non, non, je dirais... enfin, pourquoi pas, Coroscan, mais... Ah, voilà. Là, depuis que tu as eu le diplôme ce matin... Alors effectivement, mais encore une fois, tout est discutable. Je pense qu'une écho pourrait être un examen de première intention qui est adéquat. Effectivement, pourquoi ? Parce que c'est une patiente à probabilité faible. C'est une patiente qui est en insuffisance rénale. Alors tous les agents de contraste, que ce soit les agents de contraste iodés, voire même les agents de contraste gadolinés, il faut faire attention chez les patients en insuffisance rénale. Hein. Et puis, c'est une patiente jeune, en faisant une écho, on va lui éviter une irradiation. Et là aussi, si on va également dans le détail des recommandations 2019, on voit que... Bon, on fait référence à l'exposition aux radiations ionisantes, et on dit que chez les patients jeunes, il faut éviter le Coroscan, c'est irradiant. On dit aussi qu'il faut éviter la scintille, parce que c'est irradiant. Hein. Maintenant, effectivement, les caméras CZT, je pense qu'elles apportent non seulement, on a présenté les caméras CZT comme une révolution, moi je parlerais plutôt d'évolution technologique intéressante, parce que on règle peut-être pas totalement, mais on règle le problème de l'irradiation. Hein. Mais effectivement, il faut tenir compte, lors du choix de ces explorations, mais des contre-indications. Les contre-indications, bien sûr, aux épreuves d'effort, au stress pharmacologique, lorsqu'on veut le faire, mais aussi les contre-indications qui sont potentiellement, en fonction des agents de contraste iodés ou gadolini, qui existent. Et donc, il faut tenir compte également de des caractéristiques du patient. Insuffisance rénale chronique, il faudra éviter un Coroscan, parce que quand on parle de Coroscan, on parle d'injection de produits de contraste iodés, et une IRM. Donc, c'est plutôt une écho pour cette patiente. Sur l'irradiation, il faut être un peu méfiant aussi, c'est-à-dire que un coroscanner, ça va donner maintenant 3-4 millisieverts. Une scintigraphie, si on fait les deux tests, un peu plus. Sur une CZT, voilà, oui. Mais le coroscan, ça a été pas mal décrié par des études américaines parce que les 4 millisieverts sont centrés sur le sein. C'est ça. Sur des seins de jeunes femmes comme ça, en début de dose, en fait. C'est quand même beaucoup plus important qu'une scintigraphie où cette irradiation est corps entier, beaucoup moins centrée et diffuse. Donc il ne faut pas tenir compte que des millisieverts. Il faut savoir quel est le début de dose. Un coroscan, c'est 3-4 millisieverts, mais centré sur le